Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Réal Politique sur Al24 News. Professeur Mohamed Berkouk, toujours au rendez-vous. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, on va s'intéresser dans ce numéro au conflit libyen, qui, il faut le dire, est assez complexe. Cela fait 12 ans que les Libyens ne parviennent toujours pas à s'entendre pour régler cette crise depuis la chute du régime de Muammar al-Kadhafi. On ne voit pas le bout du tunnel. Expliquez-nous les origines de cette crise. Cette crise qui a commencé le 17 février 2011 par des émeutes à Benghazi, puis on a vu rapidement une internationalisation de ce problème à partir du 27 du même mois, par la création du Conseil national de transition libyen, qui a été créé par des puissances occidentales. On a vu très rapidement aussi l'adoption par le Conseil de sécurité de deux résolutions, la 1970 et la 1973, en moins de 28 jours, ce qui est un précédent dans l'histoire du Conseil de sécurité. On a vu, après le 17 du mois de mars, donc la résolution 1973, 2 jours après les premières attaques françaises, 2 jours après les attaques de l'OTAN, et puis le début d'une véritable internationalisation d'une guerre civile qui a vu l'effondrement de l'État et de ses institutions, la prolifération d'armes à la fois légères et tactiques, même des fois lourdes, et la création d'un vide institutionnel que les Libyens n'ont pu, disons, remplacer d'une manière consensuelle jusqu'à aujourd'hui. On a vu la deuxième étape, c'est cette conflagration de la Libye par l'émergence de milices, des internes et d'autres régions de ce pays, mais aussi la création d'allégeances avec des puissances régionales et internationales. On le voit toujours et ça constitue véritablement un obstacle à toute résolution. Parce que les solutions de la crise libyenne ne sont pas nécessairement interlibyennes, malheureusement, parce qu'on voit des parties en conflit s'allier avec des schémas et des stratégies de ces pays, soit américains ou russes ou européens, même arabes, et ces alliances, malheureusement, cultivent des éléments de non-dialogue, voire de l'impossibilité de créer des consensus à sens opératoire, et ce qui constitue justement les véritables entraves à toute résolution de cette crise. Et bien justement, ces interférences étrangères dont on parle souvent lorsqu'il s'agit de la crise libyenne, ça a commencé, vous l'avez souligné depuis le début, avec les bombardements de l'OTAN, les ingérences de la France. Ces puissances étrangères qui sont devenues influentes dans ce dossier, professeur Mohamed Berkouk, expliquez-nous à quel point elles rendent l'équation complexe. Aujourd'hui, en Libye, on voit des schémas déjà de résolution qui ne sont pas construits sur les bases de l'État libyen. Plutôt, on parle du période pré-1951, création de l'État libyen. On parle de ces trois composants de la Libye, Sénaïque, la Tripolitaine et Fezzan. Donc, on est en train de recréer les mêmes schémas que ceux du Liban et de l'Irak. Donc, on n'est pas dans des situations de création d'une stabilité systémique de l'État, mais plutôt d'un potentiel de désintégration de ce pays. Les ingérences étrangères, comme j'ai déjà signalé, ont commencé le 27 février par la création du Conseil national de transition libyen, qui a été formé par des acteurs dits de l'opposition libyenne à l'étranger. Oui. Donc il y avait des schémas déjà de remplacement du système Kadhafi. On a vu par cette internationalisation du conflit, notamment par la résolution 1973, qui a vu un ensemble de principes basés sur ce qu'on appelle la responsabilité de protéger les civils, mais en droit international, quand un civil prend les armes, il est plus civil. Donc c'est ce qui a été fait. Mais on a vu les Occidentaux utiliser ce principe pour légitimer leur action
et qui étaient des actions non pas de protection, mais plutôt de déconstruction de l'État libyen. Ce qu'on a vu après la chute de Tripoli le 20 août 2011, et puis l'assassinat du leader Kadhafi le 20 octobre 2011, c'est justement la création des conditions de déstabilisation de ce pays. Aujourd'hui, ce qu'on voit, Madame Rim, c'est un ensemble de schémas d'interférence. Le premier schéma, c'est par des alliances à dimension militaire. Oui. Donc on l'a vu, on le voit par rapport à des présences annoncées, déclarées ou non, donc des États-Unis, de la France. On voit la Turquie après le mémorandum coopération militaire sécuritaire de 2019. Avec le gouvernement. Mais on voit aussi des schémas d'intervention par des acteurs non étatiques. Oui. Donc on voit par des mercenaires, soit des Janjaouides du Soudan ou du Tchad, mais aussi d'autres mercenaires qui sont mobilisés à partir de pays de l'Asie centrale ou de l'Ouest. On voit aussi un certain nombre d'acteurs non étatiques, type société privée, militaire et sécuritaire. Oui. On voit avec la SADC turque, on la voit avec Académie précédemment Blackwaters, on la voit avec Wagner, mais on la voit avec un certain nombre aussi de compagnies françaises ou autres. Mais on voit aujourd'hui, le problème c'est qu'il y a aussi absence d'institutions militaires nationales, avec un grand thème, capable justement de créer les conditions d'une stabilité par les Libyens. Oui. C'est pour cela qu'il y a ces alliances. On voit aussi en matière d'internationalisation, Madame Marim, si vous permettez, c'est aussi internationalisation des choix de résolution. On l'a vu depuis la deuxième phase de la crise libyenne en 2014, un certain nombre d'initiatives qui ont créé des instances de transition. Oui. On l'a vu avec le schéma du processus politique de Genève par les Nations Unies, mais toujours c'est des schémas qui n'arrivent pas à créer un consensus, mais on reste toujours dans ces divergences, ces dissensus au moins sur deux fronts, le front sécuritaire et le front politique. J'aurais voulu vous interpeller sur un point, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, sur cette duplicité, ce double jeu des puissances étrangères, la réalité du terrain qui ne correspond pas toujours au discours. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Absolument, il y a le discours, il y a les résolutions du Conseil de sécurité, il y a des initiatives, mais il faut dire que en relation internationale, c'est le jeu de l'arrière politique, donc c'est les intérêts. Oui. La Libye, c'est un front maritime assez important. C'est un État jonction entre le Maghreb et le Moyen-Orient. Donc ça fait partie de ces schémas de reconfiguration de la région, mais aussi de la première réserve mondiale, plutôt africaine, en hydrocarbures. Donc il y a ces enjeux. On voit aussi des enjeux d'acteurs régionaux, soit avec des visées, disons, idéologiques, pour essayer d'endiguer l'émergence d'un État qui pourrait être gouverné par les frères musulmans. On voit un certain nombre de pays de la région, l'Égypte, les Émirats, l'Arabie Saoudite. D'un autre côté aussi, quelques pays, l'Égypte qui veut que ce pays soit aussi un marché pour ses produits, mais surtout une économie qui pourrait absorber aux environs de 2 millions de chômeurs de ce pays. On voit d'un autre côté d'autres pays qui ont d'autres visions idéologiques et d'autres dessins économiques, politiques. L'enjeu essentiel pour tous ces pays, c'est aussi la reconstruction de la Libye, qui est un pays riche en ressources, avec moins de 7 millions, aux environs de 7 millions d'habitants, et avec un potentiel économique important. Donc c'est un enjeu géopolitique, mais aussi un enjeu économique. Alors vous avez parlé de l'aspect structurel du problème libyen. Les Libyens qui n'ont jusque-là pas pu créer des institutions politiques unifiées. Professeur Mohamed Berkour, qu'est-ce qui empêche cela?
est-ce qu'il s'agit d'un problème lié on va dire, à la constitution de la société libyenne, l'aspect tribal de cette société, ou bien il y a une erreur de parcours dans ce qu'a entrepris les Libyens depuis ce qu'on a appelé la révolution? Depuis 1951, la Libye a connu au moins deux grandes phases politiques. Celle des synoxies du royaume, du royaume libyen, mais aussi à partir du 1er septembre 1969. C'est un schéma qui est devenu atypique sur le plan politique, qui ne ressemble à aucun autre système politique, avec une pyramide politique inversée, avec un système de famille, de tribus, mais aussi d'allégeance, du clientélisme, oui. Avec absence d'institutions de représentation, mais aussi absence de mode électoral, de culture des élections, ce qui fait qu'après 2011, les Libyens sont confrontés à trois ensembles de facteurs qui compliquent la situation. Le premier, c'est justement cette culture politique de loyauté ancrée dans le système anthropologique et tribal. Deuxièmement, c'est un système d'allégeance à des personnes et à des familles qui a vu l'effondrement de l'État très rapidement. Et troisièmement, aujourd'hui, malheureusement, c'est aussi absence d'une culture de l'État. Donc il n'y a pas une seule conception de l'État à construire. On est soit dans un schéma confédéral, comme c'est cette vision déjà du consensus du Caire du 6 juin 2020, ou le processus politique d'octobre 2020 aussi, le processus de Genève, ou d'un système fédéral qui a été annoncé dès le début de la crise, mais on ne voit pas, malheureusement, un consensus autour de la construction d'un État unitaire. Donc c'est sur le plan de l'unité de l'État au niveau de la société, au niveau des institutions, au niveau des résultats de les tribus peuvent jouer justement un rôle pour pouvoir justement établir ces institutions, des institutions unifiées? Les tribus ont été associées dans plusieurs schémas de résolution, oui. Mais dans les États modernes, il faut construire, non pas seulement avec les tribus, mais plutôt avec le citoyen. C'est ce qui manque justement à ce pays. Quand oui. J'ai parlé d'absence de culture de l'État se construit par les citoyens autour justement de culture citoyenne. Quand on lit Madame Rim, ce qui a été dit par Aguila Salah il y a quelques jours, où il parle de la constitution d'un gouvernement, des élections, on n'a pas encore vu un schéma de résolution basé justement sur la notion de la citoyenneté. Est-ce qu'il s'agit d'un problème d'homme, de leadership? C'est un problème de vision par rapport à l'État. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question les personnes et leurs contributions sont éphémères. Mais oui. L'État, c'est une construction pérenne. Donc aujourd'hui, il faut arriver à développer déjà au moins un seul concept de l'État, développer une seule logique constitutionnelle, donc une déclaration constitutionnelle qui va définir les ancrages juridiques des élections et puis créer les institutions et les garanties pour ces élections. Aujourd'hui, si on parle d'élections comme seule solution, cette solution doit être basée sur un consensus en amont, un consensus sur des déclarations constitutionnelles, mais aussi par rapport à ces garanties que la loi électorale doit englober. On l'a vu en 2021, Madame Rim, septembre 2021, il y avait deux lois électorales. La première, c'était par rapport aux élections législatives, oui. Qui a été promulguée, débattue par le Parlement. Parlement, débattue et, oui. Et votée par le Parlement, mais par rapport aux élections présidentielles. Cette loi a été promulguée sans qu'elle soit oui. débattue, ni même votée par la Chambre des représentants, ce qui a créé pratiquement... C'est une loi controversée. Absolument. Oui. Ce qui n'a pas permis aux Libyens de construire une dynamique électorale de l'égalité et de légitimité. Aujourd'hui, les Libyens doivent assumer leurs responsabilités parce que c'est leur crise. Les solutions doivent être interlibyennes, en toute souveraineté, sans ingérence étrangère. Malheureusement, ce qu'on voit, c'est que les Libyens n'arrivent pas à se désengager
par rapport à ses alliances ou ses allégeances vers l'étranger. Alors on regarde toutes ces profondes divergences, des calculs politiques des différents partenaires, différents acteurs de la scène politique. Professeur Mohamed Barkour, y a-t-il un moyen justement de rapprocher les points de vue pour trouver une solution dans le contexte actuel? Il faut qu'il y ait une reconnaissance de part et d'autre des priorités. La priorité, c'est justement la préservation de l'État, de sa souveraineté et de la cohésion nationale, premièrement. Deuxièmement, c'est aussi accepter les règles du dialogue politique inclusif. Troisièmement, c'est développer une logique de réconciliation nationale. Quatrièmement, c'est créer un schéma de sortie de crise accepté par tous les acteurs. Si on fait une lecture de la situation, je dirais que le premier problème aujourd'hui, c'est un problème d'optique politique. C'est un problème de vision politique qui n'existe pas. Oui. Donc, sortie de crise sans vision politique, c'est presque, je ne dirais pas impossible, mais je dirais difficile. C'est pour ça que notre pays, depuis très longtemps, avait adopté une approche très judicieuse, très rationnelle. Déjà, on a ce principe d'équidistance entre les parties en conflit. Oui. Deuxièmement, c'est une préférence pour un dialogue politique inclusif, sauf pour ceux qui prennent la division ou qui utilisent la violence terroriste, mais aussi travailler pour une réconciliation nationale basée sur des principes de droit, mais aussi des principes de justice sociale. Et le dernier point, c'est arriver à engager tous les acteurs libyens autour de ces principes pour une solution libyenne, avec un accompagnement, des accompagnements internationaux qui ne causeraient pas de fracture en matière de dialogue, en matière de construction. Alors en parlant des accompagnements internationaux, quel est le rôle actuellement de l'ONU? On a vu la mission de l'ONU qui existe depuis très longtemps. Elle a essayé de faire des solutions. On a vu lors du mandat d'Arsène Salimé, par exemple, qui a essayé de trouver une solution politique au problème. Elle a échoué. On a vu avec l'américaine, elle a proposé Stéphanie Williams une proposition de solution militaire par l'accord du 23 octobre 2020, mais aussi par un processus de solution qui a créé, qui a produit des institutions de la transition avec un conseil de la présidence, avec un gouvernement d'unité nationale, avec un partage des pouvoirs. Mais il faut dire que déjà les mandats du Conseil d'État et les mandats de la Chambre des représentants est dépassé de très loin. Donc il y a déjà un problème de légitimité, un problème de légalité. Mais les Libyens ont le devoir, non pas de se focaliser sur ces problèmes, mais plutôt sur la mobilisation des efforts pour une solution. Les Nations Unies a été à l'origine de la crise, il faut le dire, parce que 1973 n'a pas été vraiment construite autour de la préservation de l'État, mais plutôt autour de la déconstruction de l'État. On a laissé faire, on a laissé faire l'OTAN, on a laissé faire la France. En faisant une lecture a posteriori de la résolution 1973, ce n'est pas la non-fly zone, ce n'est pas la protection des civils, plutôt on a vu avec les attaques de l'OTAN, c'était la déconstruction de l'État. Je ne parlais pas de la déstabilisation ou de la fin d'un changement de régime, plutôt la déconstruction de l'État, qui a eu un impact direct sur la sécurité des Libyens, sur la stabilité de la Libye, mais aussi sur l'insécurité de la région. Oui. C'est par rapport à cette déconstruction de l'État libyen qu'on a vu cette conflagration du Sahel au Sahel, et on a vu aussi cette prolifération d'armes qui continue à circuler librement jusqu'à aujourd'hui. Alors justement, quand on voit la situation, on ne voit 12 ans et on ne voit pas le bout du tunnel. Professeur Mohamed Barkour, à qui profite la situation? Certainement pas aux Libyens et pas aux voisins de la Libye. Oui. On voit aujourd'hui, Madame Rim, des États qui doivent préserver la sécurité avec plus d'efforts et avec plus de sacrifices. Mais on voit en Libye, c'est un État qui vit aujourd'hui, malheureusement,
des situations d'insécurité avec un avenir totalement incertain. C'est ça. Il est totalement incertain parce que, en parlant d'élections, c'est une ambition louable, mais il faut dire qu'il faut créer les conditions pour assurer des élections capables de produire des institutions légales légitimes. Quand on parle de cette crise libyenne, on parle aussi de l'insécurité dans cette sous-région. À faire une comparaison entre le Sahel de 2011 et le Sahel de 2023, on a deux schémas totalement différents. Oui. C'est un Sahel qui est plutôt moins stable et moins prospère et avec une multitude d'acteurs de l'insécurité, terrorisme, crime organisé, mais sans une forte présence étrangère. C'est la même chose par rapport à la Libye qui continue à être menacée par de l'insécurité, notamment par la prolifération d'acteurs de la violence armée. Pour la Libye et pour la région, je dirais que la solution doit être interlibyenne, mais il faut qu'il y ait aussi des initiatives, notamment de l'Union africaine. Il faut dire que l'Union africaine qui n'a pas, à ce jour, produit des schémas de résolution. La seule que je pourrais citer, c'est celle de 2011, la Troïka, qui n'a pas pu produire des solutions. Aujourd'hui, il est temps que l'Union africaine prenne ses responsabilités. Idem pour la Ligue arabe, qui doit aussi produire. Il faut aussi que il existe, professeur Mohamed Belkour, un haut comité pour la paix et la sécurité, pour la paix en Libye, présidé par le président congolais Sassou Nguesso. Madame Rim, il faut dire qu'en relation internationale, comme je dis toujours, ce n'est pas les bonnes intentions, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, on voit plus d'initiatives des Nations Unies, on voit plus d'actions des puissances étrangères que de cette institution du multilatéralisme africain. Oui, il faut proposer il faut qu'il y ait une véritable approche proactive, réaliste et réalisable. L'Union africaine a cette responsabilité. L'insécurité en Libye est en train davantage de produire des schémas de déstabilisation dans la région. On l'a vu au Tchad, c'était les rebelles qui étaient mercenaires avec Haftar qui ont causé au nord du Mali, au nord du Tchad plutôt, une situation où même le président de la République tchadienne a succombé à ses blessures. Donc c'est la version officielle du moins. Mais il faut dire aussi que l'Union africaine a cette responsabilité. À condition que les Libyens y adhèrent aussi. J'estime que les Libyens ont aussi cette responsabilité à se désengager de schémas d'ingérence, mais plutôt à travailler avec des institutions multilatérales régionales, notamment l'Union africaine et la Ligue arabe. Alors, on l'a compris, la stabilité de la Libye garantit la stabilité de tout un continent. Professeur Mohamed Belkour, au regard de la complexité de ce dossier, des profondes divergences dont on a parlé, peut-on s'attendre à l'organisation des élections en Libye au courant de 2023 ? Bon, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Il faut qu'il y ait, comme je disais déjà, un engagement des acteurs de cette crise libyenne. À la fois la Chambre des représentants, le Conseil d'État, le Conseil de la présidence libyenne, le gouvernement d'unité nationale, les autres acteurs de l'armée de Haftar, etc. Mais il faut aussi qu'il y ait un désengagement des acteurs régionaux et internationaux. Il faut qu'il y ait cet engagement partagé par tous. Deuxièmement, il faut arriver à créer des consensus, à la fois sur le plan de la déclaration constitutionnelle, sur le plan des lois, de la loi ou des lois électorales pour la présidence et le Parlement. Il faut aussi arriver à créer, institutionnaliser l'approche électorale par un organe indépendant d'organisation et de supervision et de proclamation des résultats des élections. Et puis, il faut qu'il y ait des garanties et un accompagnement logistique par les bonnes volontés régionales ou internationales. J'estime aussi qu'il faut qu'il y ait des sacrifices
qui doivent être consenties par les acteurs actuels. Des concessions faites des concessions par des personnes qui ont été peut-être à l'origine du report des élections de 2021. Il faut qu'il n'y ait pas il faut donner plus de sens à l'État qu'aux ambitions personnelles. Il faut qu'il y ait des sanctions. Des sanctions, non? Non, pas des sanctions. Il faut qu'il y ait des sacrifices par ces personnes qui voulaient se présenter aux élections présidentielles, qui avaient ces ambitions présidentialistes. Aujourd'hui, c'est la sauvegarde de l'État et non pas la préservation des intérêts qui doit être, disons, prioritaire pour ces personnes. On a vu en 2021, il y avait le Biba qui avait l'ambition de se présenter, il y avait Aguila Salah, président de la Chambre des représentants. C'est le Issam Kadhafi, mais il y a aussi le Haftar qui voulait se présenter. Oui. Il y avait deux problèmes par rapport justement aux candidats, donc militaires, mais aussi aux binationaux, et par rapport aux présidents des institutions de représentation de l'exécutif. Professeur Mohamed Berkour, merci pour cette analyse très objective sur un dossier très complexe qui est le dossier libyen. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez sur Al 24 News. Très bonne soirée.